لا أحد المؤتمر صدق بالإجماع على اللائحة. Bien sûr, on est toujours touché lorsque, à l'issue des travaux d'un congrès, les participants renouvellent leur confiance. Mais en même temps, bien sûr, c'est une très lourde responsabilité parce que j'ai bien écouté les interventions dans le bilan, concernant le bilan de la direction sortante. J'ai été très agréablement surprise parce que les délégués de toutes les wilayas, c'est-à-dire des 53 wilayas qui étaient ici représentés, ils connaissaient très très bien donc tout le travail, ils étaient au courant de tout le travail colossal qui avait été réalisé par la direction sortante et ils avaient une compréhension d'une limpidité extraordinaire des enjeux concernant mon arrestation. C'est-à-dire, personne n'a pu tromper leur intelligence, personne n'a pu, comment dirais-je, les attirer vers l'intox, les campagnes d'intox qu'il y a eu. Au contraire, par dizaines, ils sont intervenus là-dessus en disant que c'était le parti qui était ciblé. C'était bien sûr pour empêcher toute action politique pouvant entraver en réalité le putsch d'avril 2019, quoi. Et il y avait une telle compréhension et puis une telle volonté de confirmer le parti, de confirmer la continuité du parti. Parce que, bien évidemment, la direction qui vient d'être élue, elle rassemble à chaque fois, elle réunit en même temps, aussi bien la continuité, c'est-à-dire des cadres, des dirigeants qui ont déjà de l'expérience, qui ont fait face aux attaques, aux pires périodes qu'on a traversées, et en même temps, bien sûr, le renouveau. Le renouveau, ce sont de nouveaux membres du comité central de différentes wilayas qui sont des militants, des syndicalistes, y compris des jeunes, même des étudiants, beaucoup de femmes, des militants associatifs, des activistes, voilà, c'est-à-dire qu'ils font pas, en réalité, ils font partie des agriculteurs, de tout, ils font partie, ils sont un peu l'incarnation des différentes catégories qui composent l'écrasante majorité du peuple, parce que dans les discussions, toutes les questions ont été abordées, les problèmes de toutes les composantes de la société algérienne. Et donc le fait qu'on ait renouvelé la confiance en ma personne, pour moi c'est un acte de résistance. D'abord et avant tout, c'est une résistance aux offensives qui ont ciblé le parti et qui m'ont ciblé personnellement, d'accord. Et malheureusement, aujourd'hui encore, quand on lit que dans des médias, qui sont censés être des médias qui œuvrent pour la démocratie, ils sont pas, bon, ça les gêne, ils se posaient des questions avant même, c'est-à-dire ils interféraient dans les affaires du parti, dans les affaires du Congrès, tentant d'exercer une pression, en disant pourquoi elle serait réélue, il ne faudrait pas, etc. C'est-à-dire, ce sont des dérives très graves, c'est la perversion. Nous sommes en pleine perversion du concept de la démocratie politique, du concept du multipartisme, de la liberté, de la démocratie. Donc, il y a des acteurs qui essayent de faire croire que, comment dirais-je, l'alternance, ce qu'on appelle l'alternance, c'est ça la démocratie. Ben non. La démocratie, c'est la révocabilité du mandat, c'est le respect du mandat. Ce n'est pas une question ni d'âge, bien sûr il faut rajeunir, il faut encourager, etc., ni d'âge, ni de sexe, non. C'est une question de démocratie du mandat. Est-ce que vous avez respecté le mandat qui vous a été confié, oui ou non? Dans les débats qu'il y a eu, les congressistes ont tous décrété, déclaré, démontré, affirmé que la direction sortante a respecté son mandat, que la secrétaire générale a respecté son mandat. Par-delà les 9 mois que j'ai passés en prison, et comme je viens d'expliquer, tous les congressistes savaient exactement pourquoi j'étais emprisonné, hein, que c'était pour impuissanter le parti, pour l'empêcher de prendre ses responsabilités, c'est-à-dire l'empêcher d'aider la révolution à réaliser ses objectifs. Je parle de la révolution de février 2019. Et comme nous posions les questions fondamentales,
y compris la question de l'issue, à savoir l'Assemblée constituante, et nous expliquions, et nous avions commencé à mettre en place des comités d'unité d'action révolutionnaire, et que nous ne sommes pas la France, nous ne sommes pas non plus les pays d'Europe de l'Est, nous sommes un pays qui est quand même opprimé, et donc il ne peut pas y avoir une révolution si elle n'a pas de contenu social. Parce que pour la majorité, voire l'écrasante majorité, changer le système, le départ du système signifiait améliorer leur sort quotidien, vivre dans la dignité, avoir un emploi, avoir un logement, avoir, etc. Donc voilà, c'est une lourde responsabilité encore que j'assumerai. Je suis une militante, d'accord? Je suis une militante. Le militantisme, ce n'est pas une profession, d'accord? Je n'ai pas l'intention de partir à la retraite, de prendre une retraite politique, ça n'existe pas. Quand on a un engagement politique, quand on milite, c'est jusqu'à la fin, c'est-à-dire tant que j'ai encore les capacités physiques et mentales qui me permettent de poursuivre le militantisme et donc le combat, eh bien je ne m'arrêterai pas, c'est tout. N'en déplaise à ceux qui veulent choisir à la place des partis qui doit être le responsable, et ceux qui veulent imposer leur diktat de l'extérieur des partis, parce que chez nous ce débat n'existe pas. Mais moi je suis une militante, j'ai fait un choix dans ma vie, il y a de cela maintenant 47 ans, d'accord, et je n'ai pas l'intention de revenir là-dessus. Ah mais c'est clair, sauf que l'orientation du Congrès, elle a été dessinée dès le départ, dès le début du débat général, puisque tout de suite, les congressistes ont abordé les questions, donc les attaques contre le parti, contre ma personne, etc. Et en disant, nous n'acceptons pas les ingérences dans nos affaires. Les ingérences, on ne les accepte pas, c'est à nous de choisir. Et quand il y a eu la proposition de la direction, avec l'engagement qui l'accompagne, la nouvelle direction a été élue à l'unanimité et et je suis membre de cette direction. Par la suite, le comité central, conformément à nos statuts et à la résolution concernant l'élection de la direction, s'est retiré et donc a voté parce qu'il n'y avait pas d'autres, il n'y avait pas de liste concurrente, quoi. Il y avait une seule liste. Pourtant, les choses ont été clarifiées dès l'ouverture des travaux. Tout militant, tout groupe de militants avait le droit de constituer une liste pour peu qu'elle réunisse les conditions qui sont définies dans la résolution. Et donc, non, parce qu'il y a une confiance, il y a une relation de confiance. Et dans le Parti des travailleurs, il n'y a pas ces histoires qu'on entend. Mais en réalité, c'est très superficiel et c'est très artificiel. Nous, les congressistes sont venus proposer les vrais problèmes auxquels ils sont confrontés, auxquels est confronté notre pays. D'accord. Ils ne sont pas venus pour organiser des coups d'État, des putschs ou pour se battre pour... Non, il n'y a eu aucun incident. Le Congrès était extraordinairement discipliné, extraordinairement organisé. Oh, c'est trop difficile, et surtout après un congrès de 2 jours, je ne peux pas évaluer la situation. Je l'ai dit hier dans le rapport. Je pense avoir fait un peu un bilan, hein, mais qui ne peut pas être exhaustif au demeurant, mais j'ai quand même essayé de toucher aux traits les plus marquants, quoi, de la situation nationale et internationale. D'abord, nous, le Congrès a discuté de la guerre en Ukraine, parce que ce n'est pas une guerre russo-ukrainienne, mais elle a des impacts à l'échelle mondiale et même sur nous. Bon, l'État algérien observe une neutralité, c'est bon. C'est la position la plus appropriée, bien sûr, dans cette situation. Mais en même temps, ça ne nous empêche pas c'est-à-dire d'exprimer notre opposition à la guerre, mais aussi de dire que le peuple russe, il n'est pas responsable de cette guerre, et que les deux peuples sont frères, et qu'ils aspirent à vivre en paix, qu'ils ont le droit de vivre dans la démocratie sans ingérence étrangère. Personne ne peut nier que nous sommes confrontés à une crise d'une gravité sans précédent. Même lorsqu'il y avait le terrorisme, il y avait un danger. Et donc tout le monde était conscient de ce danger et tout le monde n'avait qu'une seule aspiration, c'est-à-dire la paix, que se taise le langage des armes, même si on perdait des droits sociaux, même si sur le terrain des libertés il y a eu régression, mais on était en situation de guerre, quoi. On était en situation de guerre de terrorisme. Mais aujourd'hui, rien ne peut justifier la descente aux enfers sur le plan socio-économique, parce que on n'a jamais vécu ça depuis l'indépendance, une telle régression, d'une telle brutalité, d'une telle violence.
Et le problème, c'est que ça va en s'aggravant, ça va à chaque fois en s'accentuant. Et nous voyons très bien que les autorités, malheureusement, n'arrivent pas ou n'ont pas les moyens ou n'ont pas la capacité de dégager les solutions à même de sortir le pays de l'ornière, à même de répondre aux besoins urgents. Et nous sommes persuadés que il est impossible que cette situation puisse durer. C'est-à-dire qu'il y a tellement de souffrances et de privations d'ores et déjà qu'arrivé à un moment, lorsque la quantité se transformera en qualité, eh bien, ça sera la deuxième vague de la révolution de février 2019. Et elle sera, je veux dire, son contenu sera éminemment social d'abord, il sera d'abord social, mais aussi politique, parce que, y compris sur le plan politique, la régression qu'on est en train de vivre et quotidiennement, tous les jours, les atteintes aux libertés, tous les jours des arrestations, tous les jours des interpellations, y compris pour des faits qui remontent à 2019 et qui n'étaient pas des entraves à la loi ou qui n'étaient pas des crimes ou même des délits, puisqu'il s'agit de citoyens qui ont exprimé un point de vue, de citoyens, de journalistes qui ont écrit des articles, il s'agit d'activistes qui ont manifesté, qui ont utilisé les droits qu'ils ont reconquis, et en fait, c'était des citoyens qui ont pratiqué leurs droits constitutionnels. Et au lieu que la Constitution les protège, ils se retrouvent devant les tribunaux et chaque jour ça continue. Le verrouillage est total. Nous l'avons constaté encore lors de notre congrès concernant la couverture médiatique. Pratiquement les médias, ce qu'on appelle lourds, quoi. Les télévisions privées, publiques, rien. La radio nationale, rien. Et ça fait partie des régressions que nous enregistrons de plus en plus. Mais là aussi, à trop tirer sur la corde, elle finit par casser. Parce que ça devient un climat insupportable. Peut-être que ceux qui ont dessiné cette orientation pensent qu'avec la terreur, ils finiront par faire taire toute la société, par encamisoler toute la société. Mais cela n'est pas possible. Mais cela n'est pas possible dans aucun pays au monde. Donc, pour nous, la situation, elle est d'une extrême gravité. Elle est d'une extrême gravité. Et c'est-à-dire, il est vraiment urgent que soit desserré cet étau sur le plan politique et que s'arrête cette descente infernale sur le plan socio-économique. Peut-être qu'ils ne savent pas ce que signifie un détenu d'opinion. Peut-être. En 1983, quand j'ai été arrêté, après, quelques mois plus tard, notre dossier était au tribunal militaire aussi de Médéa. Nous avons déclenché une grève de la faim, les 3 militantes qui étaient emprisonnées là-bas, par rapport aux conditions de notre détention. Et le procureur militaire était venu négocier avec nous. Et la réponse que je lui avais donnée comme délégué des 3 porte-parole des 3 détenus, je lui ai dit, nous voulons une chose, parce qu'il disait, vous voulez la télévision, vous voulez les journaux, vous voulez que vos parents viennent vous visiter plus. J'ai dit, non, nous voulons le statut de détenu politique, tout simplement. Et à travers ce statut, nous obtiendrons nos droits. Mais il m'a dit, il n'y a pas chez nous, créez-le. Il m'a dit, mais comment faire? Alors dites-nous, comment on fait? Moi, je ne travaille pas avec vous, mais vous n'avez qu'à regarder. Sous la colonisation, il y avait le statut de détenu politique. On pouvait l'arracher, on pouvait l'obtenir. Donc, regardez ce qui se passe dans le monde et trouvez-le. Bon, 2 mois plus tard, on avait été libérés, mais c'était une autre situation. C'était le parti unique, mais quand même, ils n'avaient pas osé nous juger. Et bien sûr qu'il y a des détenus politiques. Un détenu politique, l'RDV est un détenu politique. Il a écrit une lettre et il s'est retrouvé en prison. Et moi, je vais rajouter, Khalida Toumi est une détenue politique. Elle est en prison non pas à cause de la gestion, mais par vengeance. C'est une cabale qui a été montée contre elle par celui qui a pris le pouvoir par la force, quoi, début avril 2019, et qui a voulu se venger. Il s'est vengé de moi d'abord, après il s'est vengé d'elle, il voulait se venger d'autres d'ailleurs. Hein. Et en réalité, son cas fait partie de la dérive très très grave, parce que son dossier ne comporte absolument rien, aucun crime économique, pas même un délit. Et c'est une vengeance parce que depuis 2015, elle aussi, elle est dans le collimateur, tout comme moi, à cause de la lettre des 19, à cause de nos positions, de tout ce que nous avions déclaré. À l'époque, personne n'avait osé le faire, nous avions osé le faire. Il y a des détenus politiques, c'est-à-dire tous ceux qui ont fait une action politique, ont participé à une action politique. Il y a ceux qui sont des détenus d'opinion pour avoir exprimé un point de vue. Celui qui appelle à une marche, ou c'est un détenu politique. Il a voulu exercer un droit, il a le droit d'appeler à une marche
il se retrouve en prison. Non, il a appelé à une action politique. Ce n'est pas un crime, ce n'est pas du terrorisme, ce n'est pas un coup d'État. Et puis maintenant, le recours à l'amalgame et à la confusion. L'amalgame et la confusion, c'est extrêmement dangereux à travers l'article 87 bis du code pénal. Bon, lorsque Ahmed Boumdine ou Tahar Khawass, ils défendent une vision propre à eux du fonctionnement de l'État algérien. Mais l'État-nation, ils s'inscrivent dans le cadre de l'État-nation. Ils ne sont pas séparatistes. Je veux dire, dès lors qu'il s'agit d'une vision, quelle qu'elle soit, qui n'est pas portée par des armes, qui n'est pas portée par... Ça veut dire qu'elle est sujette à débat. Ça fait partie du débat politique. Au début des années 2000, à l'époque, Abdelaziz Bouteflika, il avait chargé Michel Sbih de préparer un projet de réforme de l'État. Il a préparé un projet de 600 pages, plus de 600 pages, dislocateur, complètement dislocateur. Dislocateur, ça veut dire que vraiment, s'ils avaient mis ça en œuvre, l'Algérie n'existerait plus maintenant, parce que c'est la régionalisation à outrance, la destruction des services publics, de tout ce qui fonde l'unité de la République. Mais les militants du RPK, ce n'est pas ça. Et quand on met en prison quelqu'un parce qu'il a parlé à son cousin qui un jour a parlé à son copain qui peut-être, quand il était étudiant, c'est-à-dire des liens familiaux, des liens d'amitié, de voisinage, de je ne sais pas quoi, on a tous à un moment donné ou un autre, un journaliste, il parle avec tout le monde, il va interviewer tout le monde, et il peut rencontrer tout le monde. Mohamed Moulouj, qu'est-ce qu'il a fait, Mohamed Moulouj? Comment peut-on l'accuser, Mohamed Moulouj, d'avoir porté atteinte à l'unité nationale ou je ne sais pas quoi? Mohamed Moulouj est un patriote, c'est un grand patriote. Et les responsables au niveau de l'État le connaissent. Le malheur, il est là, c'est qu'ils le connaissent. Khawass et les militants du RPK, ils devraient plutôt les encourager parce que ceux-là, ils se sont démarqués du séparatisme, etc. Et donc, ils s'inscrivent dans le cadre de la nation. Mais même au-delà, je veux dire, quand quelqu'un a une vision, et que ça se limite à exposer sa vision et qu'il la soumet au débat, je peux être pour, je peux être contre, mais je ne vais pas accepter qu'il mette en prison. Alors du coup, moi, je vais vous dire une chose. Ahmed Boumdine avait dit, à propos, suite à mon arrestation, il avait dit une phrase qui est vraiment extraordinaire parce qu'elle se situait sur le terrain vraiment des principes. Il avait déclaré « Aujourd'hui, je n'ai aucun désaccord politique avec Louisa Hanoun. » C'est-à-dire, je suis inconditionnellement solidaire avec elle. Et c'est notre position. Nous sommes inconditionnellement solidaires avec les détenus politiques et les détenus d'opinion. Les désaccords, on pourra les discuter quand ils seront libres. Et nous avons toujours opéré de la sorte, depuis que le parti existe. Nous n'accablons jamais, et nous ne mettons jamais en avant les divergences qui peuvent exister, et bien sûr, entre courants d'opinion, ou partis, ou militants, quoi. Mais dans des moments comme ça, quand il y a la répression, quand quelqu'un ne peut pas se défendre, parce qu'il est dans le trou, et je sais ce que c'est, la cabale qui a été menée contre moi, qui ont touché à mon honneur, en tant qu'Algérienne, en tant que militante, qui ont voulu salir le parti, me salir et tout ça, alors que je ne pouvais pas me défendre. Ça, ce sont des gens qui n'ont aucun principe, ceux qui agissent comme ça. Alors moi, je n'attaquerai aucun militant qui est en prison, que ce soit un détenu d'opinion ou un militant politique, même si il a sa vision propre, etc. Quand il sera libre, on pourra faire un débat contradictoire. On pourra exposer nos visions aux Algériennes et aux Algériens qui trancheront entre nous. Mais tant qu'ils sont en prison, notre devoir, à nous, comme parti, et nous n'arrêterons pas. Et nous n'arrêterons pas, c'est de défendre Hadouma. Parce que moi, quand je vois l'épouse de Mohamed Moulouj, vraiment, ça me fait très mal au cœur. Quand je vois les familles, que je vois que des jeunes, très très jeunes, des gamins, des adolescents ont été convoqués parce qu'ils ont... Bon, quel est leur crime? Ils ont commenté quelque chose sur Facebook ou sur Messenger ou sur je ne sais pas quoi. Mais enfin, un peu de sérieux, un peu d'intelligence, j'allais dire un peu de clémence pour ce pays. Parce qu'on a besoin de cette clémence.